Merci d'accepter cet échange, Myriam. Merci à toi, Tristan. Comme tu as dû remarquer sur ma page Instagram, j'essaie vraiment d'apporter de la lumière sur certains sujets, on va dire tabous en France. Donc le but pour moi, c'est de vraiment aller rencontrer des gens, écouter ce qu'ils ont à dire et tout simplement de servir un peu de pont, tu vois, d'utiliser ma plateforme comme pont pour atteindre d'autres personnes. Et je tenais juste à dire que aucune fois ta parole sera déformée ou influencée ou je te dire de dire quoi que ce soit que tu veux pas. Je suis intéressé par ton expérience parce que c'est parti de ton commentaire, de ton post que tu avais fait par rapport à ton post sur la négrophobie. Je me suis dit, ah tiens, j'aimerais bien parler avec elle. Donc je vais te laisser te présenter, parle-nous un peu de toi, ton parcours, ce que tu fais comme travail pour qu'on te connaisse. Ok, je suis Myriam Katabou, j'ai 35 ans. Je suis née et j'ai grandi à Casablanca au Maroc. Je suis ingénieure informatique de formation, couturière dans mes heures perdues. J'ai 2 enfants et je suis aussi membre de l'association lyonnaise Makeda Saba qui œuvre pour la valorisation des femmes et filles africaines et afrodescendantes à travers différents événements culturels. Donc voilà, c'est à peu près tout. Yes. Alors petite, j'ai été très marquée par le manque de représentation en fait à laquelle j'aurais pu m'identifier. Tous les livres jeunesse, toute la littérature jeunesse, il n'y avait que des héros blancs avec des héros blancs avec cheveux blancs et yeux bleus. Les poupées pareilles, les dessins animés pareils. Donc vraiment côté identification, j'arrivais pas à m'identifier à une image positive. D'autant plus que par exemple à l'école, on était une minorité d'enfants noirs. On n'était pas très très nombreux. Et donc pareil, je pense que ça a affecté ma confiance en moi. Et de ce fait, je ne me trouvais pas du tout belle. Enfin, j'étais très complexée par mes cheveux. Et il y a aussi le regard des adultes qui s'il n'est pas méchant ou blessant, il est imprégné de pitié, genre ah la pauvre, si seulement elle avait les cheveux un peu plus lisses, ou ça doit être difficile d'entretenir ses cheveux. Et je ne sais pas pourquoi il y avait un lien entre le défrisage et l'âge de puberté. Dès qu'elle est en âge de puberté, il vaut mieux lui défriser les cheveux, comme ça elle aura moins de soucis, ça sera facile à entretenir. Et donc j'ai vraiment développé un réel complexe par rapport à mes cheveux dès mon jeune âge. Et je me rappelle que, par exemple, à 4-5 ans, j'étais dans mon lit et je pleurais parce que j'étais noire et que j'avais des cheveux crépus. Je pleurais en priant Dieu, s'il vous plaît, faites que je devienne blanche, faites que je devienne blanche. Je fermais les yeux pendant 10 minutes, je comptais jusqu'à 10 et je rouvrais mes yeux en espérant que je vais devenir blanche, sauf que le miracle ne se produit pas, quoi. Et c'était rebelote jusqu'à épuisement et je dors à force d'être épuisée, quoi. Et voilà, c'est des choses qui m'ont vraiment marquée et qui ont vraiment atteint ma confiance en moi. Petite, j'avais aucune confiance en moi et j'en ai pris conscience il y a que quelques années. Ça fait quelques années que je travaille sur ma confiance en moi et sur ce côté-là. Mais juste, j'allais dire, je sais pas si c'est pas vraiment une question qu'on a notée, ouais. Mais comment tu prends conscience à cet âge-là aussitôt de ce manque de représentation? C'est parce que autour de toi, il n'y avait pas aussi des gens qui te ressemblaient? Il n'y avait pas vraiment personne? Autour de moi, en fait, on est une petite famille, on n'est pas une famille super nombreuse. Et avec mon frère, on était les plus petits, en fait. Et
Et voilà, on avait, enfin, tous les amis de la famille et tout, c'était des enfants blancs. Du coup, on n'avait pas vraiment une représentation de gens qui nous ressemblaient, qui excellaient dans des choses, par exemple. Ne serait-ce que participer à une pièce de théâtre en étant enfant à l'école, ben, forcément, on ne colle pas au physique du rôle principal. Et donc, forcément, on va pas avoir ce rôle principal. On peut avoir des rôles secondaires, mais on n'aura jamais de rôle principal. Le mariage au Maroc, déjà, enfin, comme dans beaucoup de cultures conservatrices et très patriarcales, est empreint de conflits belle-fille, belle-famille. Donc là, il y a souvent ces tensions, voire quasi toujours ces tensions. Et si en plus on est une femme noire, eh ben on subit un certain racisme qui n'est pas direct, qui est très sournois, et on subit aussi ces tensions qui sont des confrontations belle-fille, belle-famille. Et du coup, tu as beaucoup de cas où, par exemple, une fille va ramener un noir à ses parents en leur disant « c'est lui que j'ai choisi, c'est avec lui que je vais me marier », ils vont lui dire non. Non, on n'est pas d'accord parce qu'on ne veut pas de mixité, limite, on ne veut pas salir nos gènes, quoi. Et j'ai par exemple le cas d'une connaissance qui était une fille blanche et qui sortait avec un homme noir. Mais elle sortait avec lui, c'était un Marocain noir. Elle sortait avec lui parce que voilà, c'était un moment où elle était mal, où voilà, elle n'avait pas d'autres prétendants. Du coup, elle est sortie avec lui, mais pour elle, c'était rien de sérieux. Sauf que lui, il s'est attaché, il est tombé amoureux. Et moi, je voyais ça, je lui dis, honnêtement, le type est bien, il est bien éduqué, il est gentil, il a toutes les qualités. Qu'est-ce qui te bloque en fait? Et elle me dit, en fait, j'ai pas envie de me marier avec un noir et j'ai pas envie d'avoir des enfants moches. Je dis, en 2010, tu ne peux pas dire ça, quoi. Cette ségrégation ne doit pas rester encore. Je ne sais pas sur quoi tu te bases pour avoir encore ce genre d'idée en tête. Moi, je l'ai très mal vécu. C'est vraiment violent. C'est des paroles violentes. Tu te dis, du coup, ça veut dire quoi? Que moi, mes enfants sont moches? Qu'ils seront moches? Et pareil, j'avais une autre connaissance qui, elle, était une fille noire et qui sortait avec un homme blanc. Ils sont sortis ensemble pendant 10 ans. Et le mec ne l'a jamais présenté à sa famille. Parce que pour lui, devant sa famille, c'est la honte de leur dire que je sors avec une noire et que je veux me marier avec une noire. Et la fille était hyper amoureuse et elle espérait qu'un jour, il allait changer d'avis et qu'il allait s'imposer et tout, mais ce jour n'est jamais arrivé. Il n'y avait qu'un de ses frères qui était au courant de cette relation et qui la connaissait, mais le reste de sa famille ne la connaissait pas pendant 10 ans. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Pourquoi autant de gâchis si vous vous aimez et si tu te sens bien avec elle, pourquoi tu vas bloquer parce que ta famille ne va pas accepter qu'elle soit noire? Et pourquoi tu penses qu'il y a ce rejet-là ou cette haine-là, comme tu as dit, cette ségrégation-là, cette négrophobie. Cette négrophobie-là de ne pas vouloir se mélanger ou même de côtoyer tout simplement cette négrophobie tient sa racine à toute une histoire qui est ignorée, qui est inconnue au Maghreb. En fait, au Maghreb, il y a eu de l'esclavage. On a esclavagé des Noirs marocains, algériens, tunisiens et on a aussi ramené des esclaves de l'Afrique subsaharienne. Il y a une méconnaissance du rôle du Maghreb dans la traite transsaharienne, arabo-musulmane, arabe, chacun l'appelle comme il veut, mais cette traite-là, le Maghreb a joué un grand rôle pour que les gens du Moyen-Orient puissent descendre en Afrique subsaharienne pour chercher des esclaves.
pour faire des razzias. Il y a aussi une méconnaissance du rôle qu'a pu avoir le Maghreb dans la traite transatlantique aussi. Et donc tout ça, en fait, il y a peu d'historiens qui documentent ce pan de notre histoire, et donc c'est complètement méconnu. Et aussi, on a tous les stéréotypes qu'on voit ici en Occident par rapport aux Noirs, ils existent aussi au Maroc. En fait, au Maroc, quand on parle d'Afrique subsaharienne, les gens dans leur imaginaire, c'est des Noirs, grosses babines rouges, haut sur la tête ou sur le nez, voilà, c'est des sauvages, c'est pas des humains. Et on veut tellement, on ne veut tellement pas être apparenté à cette Afrique-là et à cet imaginaire de l'Afrique qu'on refuse de se dire qu'on est africain, qu'on refuse notre africanité. L'Afrique du Nord, dans l'Afrique du Nord, il y a eu plein de métissages, il y a eu des Romains, il y a eu la colonisation, il y a eu beaucoup de métissages, il y a eu aussi l'être humain, les Noirs autochtones qui se sont acclimatés à leur milieu, et donc la couleur de peau n'est pas forcément noire en Afrique du Nord. Et il y a aussi la colonisation des Arabes et l'imaginaire rapporté par les Arabes aussi, qui pour eux, les Africains noirs, dans l'imaginaire des Arabes, c'est la même image qu'ici. C'est la même image véhiculée par les colons ici. Et donc, on préfère se dire arabe descendant du prophète et musulman, du prophète musulman, plutôt que de se dire africain et de s'apparenter à cette image très négative de l'Afrique noire. Et donc il y a un choc de deux identités, une identité religieuse et une identité ethnique. Donc, il y a des autochtones marocains qui sont les Amazirs, qui ont leur langue africaine et tout, mais on a voulu effacer tout ça et dire qu'on est arabe, que notre langue officielle c'est l'arabe, et se rattacher coûte que coûte à cette arabité. Alors que non, les tests génétiques qui ont été faits en Afrique du Nord disent qu'on a plus de gènes nord-africains qu'arabes, et qu'on peut même avoir plus de gènes ibériques que arabes en tant que nord-africains. Et donc cette panarabité à laquelle on veut s'accrocher, elle n'est pas réelle. Et c'est tous ces imaginaires-là et c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, il y a une réelle négrophobie dans les pays du Maghreb. D'accord. Ouais. Tu vois, tu as répondu assez bien. J'ai répondu à l'autre question. Et ouais. En fait, moi, comme j'ai dit avant, j'ai été vraiment très très complexée par mes cheveux en étant gamine. Et j'attendais cet âge de puberté pour avoir mon défrisage et pour ne plus avoir cette charge de cheveux crépus qui sont moches, que personne n'arrive à coiffer, parce que de génération en génération on se défrise les cheveux, on perd en fait comment il faut en prendre soin, les produits à utiliser et tout. Donc je ne savais pas prendre soin de mes cheveux, j'avais pas tous les produits adéquats pour en prendre soin, et donc voilà, fallait que je les défrise, comme ça ils restent lisses et on n'en parle plus. Mais même en le défrisant, j'en étais pas vraiment consciente, mais je ne me sentais pas moi-même, c'était pas moi, c'est pas mes cheveux, c'est pas moi. Et ma prise de conscience, et j'ai rajouté une chose, en fait, quand j'étais vraiment petite, je me tressais tout le temps les cheveux. Je faisais des tresses, quand il fallait les enlever, je les enlève, je me lave les cheveux, le lendemain je refais les tresses.
Et juste l'image de me voir sans maîtresse avec mes cheveux naturels, ben, je pouvais pleurer jusqu'à en devenir hystérique parce que ça ne me plaisait pas, je les trouvais moches et voilà, ça m'atteignait vraiment beaucoup. Et ma prise de conscience de tout ça s'est faite à ma première grossesse. En fait, à ma première grossesse, j'ai commencé à faire attention à... En fait, je ne voulais pas utiliser n'importe quel produit nocif qui pouvait atteindre mon bébé. Et donc, j'ai commencé par mon alimentation, essayer de manger au maximum bio, local. Ensuite, tous les composants de mes cosmétiques. Je l'ai passé au peigne fin pour trouver les produits les plus sains et tout. Et il me restait les cheveux que je défrisais. Enfin, le défrisage est hyper nocif, donc fallait trouver une solution. Donc je me suis dit bon, je vais arrêter de les défriser. Je vais voir ce que ça va donner. J'ai arrêté pendant toute la grossesse. J'ai pris un congé parental aussi. Et quand il a fallu revenir au travail, eh ben, j'avais quand même mes cheveux défrisés, mais enfin les extrémités défrisées, mais la racine qui commençais à monter mode afro et tout, et je les assumais toujours pas, donc je me suis dit bon, je vais quand même revenir au travail et tout, je vais pas revenir comme ça, je vais essayer de chercher une solution. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de solution miracle, donc et à chaque fois que j'allais voir un salon, tout ce qu'ils me proposait c'est défrisage, lissage. J'ai fini par céder et les redéfriser. Et ensuite, au fil du temps, j'avançais quand même sur ma démarche bio, écolo et tout. Et il y avait cette question qui me taraudait des cheveux. Donc, à un moment, je me suis dit stop, je vais les assumer, je vais voir quelqu'un qui pourra vraiment me conseiller, essayer de trouver un salon qui ne coiffe que des cheveux naturels et voir ce que ça va donner. Et donc, j'ai trouvé un salon, j'y suis allée. Elle m'a dit, la solution que tu as, c'est de tout couper et de les laisser pousser au naturel. Et on verra au fur et à mesure ce que ça va donner. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai tout coupé, j'ai tout rasé. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, finalement ça va, je suis belle, mes cheveux sont beaux et tout. Donc j'ai commencé à les assumer de plus en plus, à apprendre à en prendre soin, à trouver les produits adéquats pour mon type de cheveux et tout. Et depuis, ça va. Depuis, ça pousse dans tous les sens, sauf dans le sens du bas. Eh ben, mes deux enfants ont des cheveux crépus. Et donc, oui, moi, je leur dis souvent qu'ils ont de beaux cheveux, que leurs cheveux sont naturellement comme ça, qu'ils n'ont pas à les détester ou à faire attention aux remarques des autres, si jamais il y en a. Et je cherche beaucoup dans la littérature jeunesse, des livres qui en parlent, des livres d'ailleurs qui parlent de cheveux, de représentation, qui au moins des héros qui ne soient pas toujours blancs. Enfin, je fais vraiment très attention à ce que je leur achète comme livre. Et même les livres d'histoire où, par exemple, les pharaons sont souvent représentés comme des personnes blanches. Non, Kemet, ils étaient pas blancs, quoi. Enfin, il faut rétablir une certaine vérité. Donc, s'il est en train de regarder la télé et qu'il voit des pharaons blancs, je lui dis il n'y a pas eu que des pharaons blancs, il y a eu aussi des pharaons noirs qu'on ne représente quasiment pas, qu'on ne voit pas. Enfin, dans l'imaginaire de tout le monde, les pharaons sont blancs. Alors qu'en réalité, non. Il y a aussi les représentations, comme j'ai dit tout à l'heure, des Noirs toujours esclaves avec grosses lèvres et os sur les cheveux. Quand je lui dis, est-ce que tu trouves que moi je suis comme ça? Là, c'est la représentation que tu as dans la télé ou dans, je ne sais pas, une BD. Est-ce que tu trouves que les Noirs sont comme ça? Non, c'est des dessins qui ont été faits dans un certain contexte et voilà, ça ne doit pas être ça ton imaginaire. Donc je fais très très attention à ce qu'ils ont comme livre et à ce qu'ils regardent comme dessin animé.
Et j'essaie aussi de leur en parler souvent, de voir si s'il y a des moqueries de leurs camarades, si on peut en parler. Et je n'hésite pas à aussi, si je trouve des livres intéressants, je n'hésite pas à les présenter à la maîtresse, à lui dire tiens, ça peut vous faire une lecture en groupe avec les enfants et tout. Et heureusement, dans son école, les maîtresses sont vraiment ouvertes à ce genre de choses. Et voilà, même elles, dans leur bibliothèque, elles cherchent à ce que les représentations soient diverses, qu'il y a une certaine diversité, qu'il n'y a pas qu'un seul modèle dominant. Il y a des sociologues qui essaient de parler de ces sujets. Il y a même des jeunes qui créent des camps pour conscientiser, pour libérer la parole par rapport à ces sujets-là. Il y a vraiment beaucoup plus d'initiatives qu'il y a longtemps. Il y a beaucoup de mouvements, par exemple, qui valorisent le cheveu bouclé, le cheveu crépus, parce que les Maghrébins, leurs cheveux ne sont pas lisses. Toutes les filles maghrébines qu'on voit avec des cheveux lisses, c'est soit des défrisages, soit des soins lissants. Mais en général, c'est des cheveux bouclés, voire crépus. Et ce type de cheveux est tellement diabolisé et les canons de beauté on veut tellement ressembler aux occidentaux qu'on oublie qu'on a nos propres spécificités. Et donc qu'on ne doit pas les effacer. On a les cheveux bouclés, Et puis et oui, il y a des jeunes qui commencent de plus en plus à les assumer, à sortir avec une grosse touffe bouclée ou sans problème. Et il y a aussi beaucoup d'initiatives par rapport aux migrants subsahariens, parce que les pays du Maghreb font un peu tampon des migrations clandestines vers l'Europe. Et donc, ces dernières années, il y a de plus en plus d'afflux de subsahariens dans les pays du Maghreb qui veulent soit qui veulent faire la traversée de la Méditerranée pour venir en Europe clandestinement, soit qui s'installent dans ces pays-là, qui cherchent du travail, qui s'installent, quoi. Et il y a de plus en plus d'initiatives pour essayer de les aider, pour essayer de les aider administrativement, financièrement, dire stop au racisme et à la négrophobie. Ça reste des petites initiatives, mais il y en a quand même. En fait, au Maroc, les gens ne sont pas conscients que le blackface, c'est un acte raciste. Et à la suite du mouvement Black Lives Matter, il y a beaucoup d'artistes qui, en soutien, se sont pris en photo ou se sont manifestés en blackface pour montrer leur soutien au mouvement. Sauf que même si on dit soi-disant que l'intention derrière est bonne, mais ça reste un acte raciste. Et ça, c'est difficile de le faire entendre, dans mon cas, aux Marocains, parce que pour eux, c'est l'intention qui compte. Alors que non, on est en 2020, les gens sont capables d'aller s'éduquer, d'aller chercher des informations par rapport à cet acte raciste. Moi, quand j'en parle, on me dit c'est de la victimisation, ça n'a rien de raciste, vous les Noirs, vous prenez tout à cœur et tout, alors que juste non. Si j'exprime que quelque chose me fait mal et fait mal à ma communauté, la moindre des choses, c'est qu'on aille chercher pourquoi il me dit que c'est raciste, en quoi c'est raciste. Et puis c'est pas comme si c'est le premier blackface qu'on a eu, alors que des blackface, il y en a tout le temps, tous les jours, on est face à un blackface, pas juste au Maroc, mais un peu partout. Donc à un moment, stop, éduquez-vous les gens. Ça montre vraiment à quel niveau les gens ils n'ont pas conscience
de certaines problématiques. Exactement. Après, est-ce que c'est parce que les gens ils veulent pas s'informer, ou c'est parce que les gens tout simplement ça les intéresse pas de s'informer? C'est quoi En fait, pour moi, les gens, dès qu'on leur parle de racisme, ils se sentent visés eux-mêmes. Alors que, non, enfin, moi, quand je te dis c'est un acte raciste, je ne te vise pas toi. Je te dis juste que c'est un acte raciste, que ça fait mal, qu'il y a des gens qui ne vivent pas bien cet acte. Et donc, je ne sais pas, la moindre des choses, c'est que tu ailles chercher pourquoi et que tu ailles... que tu t'éduques par rapport à ces questions. Et au lieu de venir me dire à moi non, c'est pas raciste, il y a eu une bonne intention derrière, il faut quand même voir l'intention, on va pas blâmer. On m'a dit, est-ce que dans une manifestation pour les femmes voilées, s'il y a des Européennes qui se voilent la tête en soutien, est-ce que c'est raciste? Non, c'est pas la même chose en fait. Il faut arrêter de comparer des luttes qui sont différentes, historiquement différentes et qui n'ont pas les mêmes vécus et les mêmes répercussions en fait. Donc pour moi, à un moment, c'est de la flemmardise intellectuelle. Enfin, à un moment, c'est bon, tu tapes blackface raciste sur internet, tu cherches, tu vas trouver de la documentation, tu vas pouvoir savoir pourquoi et comprendre par toi-même. Alors, pour moi, en fait, le message que j'aimerais donner, que j'aimerais exprimer vis-à-vis de toutes les communautés noires, et spécialement celle du Maghreb, c'est en fait, si on veut combattre quelque chose, on doit en être conscient d'abord. Si on n'est pas conscient des oppressions qu'on subit, des oppressions qu'on vit, on peut pas mettre des mots sur les malaises qu'on ressent. Aujourd'hui, on a accès à plein de connaissances. Il y a toute une littérature africaine, afrodescendante qui parle de ces sujets-là, qui est méconnue. En fait, au Maroc, par exemple, pendant mes années d'études, on étudiait des ouvrages français, du Victor Hugo, du Rimbaud, mais jamais d'œuvres littéraires africaines. Moi, je n'ai commencé à vraiment connaître la littérature africaine, ce n'est que très récemment. Et quand on voit la richesse de cette littérature, quand on se penche sur l'histoire de l'Afrique, d'avant l'esclavage, pour tout le monde, l'histoire de l'Afrique commence avec l'esclavage. Mais quand on va plus loin dans l'histoire et qu'on voit ces peuples, comment ils étaient organisés, comment toutes les sciences qu'ils avaient et tout, on se dit j'ai passé mon enfance à idolâtrer des écrivains, des écrivaines, des scientifiques qui ont tout pompé chez moi, quoi. Ouais. Tu vois, on a cette vision que l'Occident c'est l'Eldorado, alors que si on se penche vraiment sur notre histoire, sur notre propre histoire en tant qu'Africain, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et si on veut rétablir ces vérités, si on veut combattre ces oppressions, il faut que nous d'abord on en soit conscients et qu'on ait un minimum d'éducation et un minimum de connaissances par rapport à ces sujets. On ne peut pas, on le voit quand il y a par exemple un acte raciste et que tu dis oui c'est raciste, on te dit non c'est une blague, tu ne sais plus quoi répondre derrière. Alors que si tu sais faire la différence entre racisme ordinaire, racisme systémique, racisme étatique, pourquoi non ça ne devrait pas être une blague, pourquoi ça me heurte déjà moi, tu sais mettre des mots sur tout ça et tu sais exprimer pourquoi ça te gêne toi.
Et donc, tu peux quand même, à ton échelle, t'éduquer, éduquer ton entourage. Donc voilà, c'est ça mon message. Power. Yes, power to the people. Yes. C'était super intéressant. Je pense que Merci. merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci à toi, Christin. Merci à toi. Comme d'habitude, c'était spontané. Je suis tombé sur elle sur un post qu'elle a fait sur Instagram. Je l'ai contactée. 3 jours plus tard, on est là. On a parlé de ça, on a parlé de son expérience. Oui. Donc c'est super important. Il faut parler des sujets tabous. Je pense même pas qu'il devrait avoir quoi que ce soit tabou. Mais l'important, en tout cas pour moi, pour ma démarche, c'est de déconstruire toutes ces problématiques-là. Exactement, déconstruire. De décoloniser aussi nos pensées, parce que décentraliser. Quand tu pars de ton expérience en tant que Marocaine, je me retrouve beaucoup dedans. Oui, quand tu parles de l'éducation, pareil, je me retrouve dedans, parce que moi, pareil, ce que mon père a appris en 1957, c'est ce que nous on a appris dans les années 90. Exactement. Tu vois. Et c'est juste malheureux. C'est incroyable, quoi. Donc merci beaucoup. Merci à toi, merci. Franchement, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et de m'avoir laissé m'exprimer sur ce sujet qui me tient à cœur. Et voilà, j'espère qu'on aura encore l'occasion de débattre, d'en parler. Et si vous me regardez, suivez l'association Makeda Saba, l'association lyonnaise qui valorise les femmes et les filles africaines et afrodescendantes. Et gros big up à toutes mes sœurs de l'association avec qui j'ai découvert plein de choses et avec qui on organise vraiment de très très beaux événements. Donc voilà. Ça serait bien de faire une édition spéciale avec, avec toute l'association, de parler à ces femmes-là, de décortiquer un peu le travail que vous êtes en train de faire. En fait, je suis marocaine, il y a des Ivoiriennes, il y a des Maliennes, il y a des Éthiopiennes. Franchement, il y a toute une panoplie de cultures et on se retrouve tous et franchement, on arrive à faire de belles choses et c'est vraiment sympa. Yes, ok. Voilà. Donc c'est le prochain défi, on ira à l'association, on va parler à tout le monde. Ouais. On va organiser un gros débat. Ouais. Et voilà. Merci beaucoup, ciao ciao. Merci à toi, Christin. Yes. Bah écoute, on l'a fait.